Bonjour, je suis Monsieur Thioyo Essomé, enseignant d'électrotechnique. Et ce matin, nous sommes là dans le cadre du cours de machine électrique, première F3. Alors, vous savez que nous avons parlé des machines électriques. Et les machines électriques se divisent en deux grandes familles. Nous avons les machines à courant continu et les machines à courant alternatif. Et dans les machines à courant alternatif, nous avons les machines statiques et les machines tournantes. Ce matin, nous allons parler exclusivement des machines tournantes. Nous verrons le moteur asynchrone triphasé. Alors, comme j'ai dit, nous allons parler du moteur asynchrone triphasé. C'est quoi un moteur asynchrone triphasé? Le moteur asynchrone triphasé, c'est une machine tournante, une machine à courant électrique. Elle est encore appelée machine à induction. Elle transforme l'énergie électrique qu'elle reçoit en énergie mécanique. D'ailleurs, c'est une machine robuste, économique à l'achat et qui nécessite très peu de maintenance. C'est une machine, c'est la machine la plus utilisée, la plus disponible sur le marché. Alors, de quoi est-elle constituée? Lorsqu'on regarde une machine tournante, comme c'est le cas d'une machine du moteur asynchrone, elle a deux parties principales. Nous avons une partie fixe et une partie tournante, une partie mobile. La partie fixe est appelée le stator et la partie tournante est appelée le rotor. Nous allons nous arrêter sur chacune d'entre elles. Commençons par le rotor. Alors, comme j'ai dit tantôt, le rotor, c'est la partie tournante de la machine. Elle est constituée de conducteurs mis en court-circuit. On distingue principalement deux types de rotors dans la machine ou bien dans le moteur asynchrone. Nous avons les rotors bobinés. Bien, nous avons donc les rotors bobinés ou à bac et les rotors en court-circuit ou à cage d'écureuil. Commençons par les rotors bobinés ou à bac. Bien, ce rotor comporte un enroulement bobiné à l'intérieur du circuit magnétique comportant des disques à tôle empilés sur l'arbre de la machine. Les extrémités des enroulements rotoriques sont sorties et reliées à des bagues montées sur l'arbre. Généralement, on représente le rotor bobiné par ce symbole. Alors, voilà donc le symbole d'un moteur asynchrone à rotor bobiné. MAS, et ce que vous voyez en dessous, c'est moteur asynchrone triphasé. Alors, le deuxième type de rotor, comme j'ai dit tantôt, c'est le rotor à cage d'écureuil.
Le rotor à cage d'écureuil est constitué de barreaux de cuivre ou d'aluminium reliés aux deux extrémités par deux couronnes conductrices. Alors, la structure du rotor à cage ressemble à une cage d'écureuil. Voilà à peu près comment cette structure se présente. Bon, voilà, ça ressemble à peu près à une cage d'écureuil. Voilà pourquoi ce rotor est appelé rotor à cage d'écureuil. Mais son symbole, voici son symbole. Voilà. Alors, la deuxième partie, après le rotor, nous avons dit, c'est la partie fixe, encore appelée le stator. Donc, le stator, c'est donc la partie fixe qui comporte les bobines inductrices dans lesquelles le champ magnétique va prendre naissance. Dans le cas du moteur asynchrone triphasé, le stator est constitué de 3 bobines parcourues par des courants alternatifs triphasés. Ces courants du stator créent du champ magnétique tournant à la vitesse angulaire, appelée vitesse de synchronisme, dont la valeur est donnée par la relation avec ns 2 pi n, 2 pi ns égale à 1. Voilà. Voilà donc la vitesse angulaire, oméga s qui est égal à 2 pi ns. ns étant la vitesse de synchronisme, P étant le nombre de paires de pôles de la machine et F la fréquence. Bien, on va revenir sur cette formule tout à l'heure. Parlons donc du principe de fonctionnement. Comment fonctionne un moteur asynchrone triphasé? Bien. Comme nous avons dit tantôt, le stator possède 3 enroulements, mais ces enroulements sont décalés de 120 degrés par une tension alternative triphasée. Et ces 3 bobines produisent un champ magnétique. Ce champ magnétique est variable. Il a la particularité de tourner autour de l'axe du stator suivant la fréquence de la tension d'alimentation. Ce champ magnétique est aussi appelé le champ tournant. D'ailleurs, ce dernier vient induire les courants dans le rotor et leur interaction entraîne la rotation du rotor à une fréquence légèrement inférieure. Donc, quand on parle du moteur asynchrone, asynchrone vient du fait que cette vitesse-là est inférieure
à la vitesse du champ tournant. Bien, voilà à peu près ce qui se passe dans la machine pour que celle-ci se mette à fonctionner. Mais pour que la machine fonctionne, elle a besoin d'être couplée. Parce qu'un mauvais couplage peut faire en sorte que l'on détruise les enroulements de la machine. D'où l'importance de bien coupler le moteur asynchrone. OK. Alors, le but du couplage est d'adapter la tension du réseau pour permettre que les enroulements puissent fonctionner normalement. Alors, pour donc bien coupler un moteur, il faut tenir compte de deux paramètres, la tension du réseau et la tension que va supporter les enroulements. Et généralement, le couplage est réalisé à l'aide des barrettes. Et ces barrettes, vous réalisez généralement le couplage sur la plaque à borne. Il existe, comme vous le savez, deux types de couplage. Le couplage étoile et le couplage triangle. C'est vrai dans le cadre de votre cours de dessin tech, on vous a peut-être dit comment est-ce qu'on procède, comment savoir quel couplage il faut en fonction de la tension du réseau et la tension des enroulements du moteur. Alors, mais je vais récapituler cela dans un petit tableau. Et ça, et vous allez le compléter. Donc, je vais tracer le tableau. Vous allez indiquer dans le tableau le couplage qu'il faut. N'oubliez surtout pas, un mauvais couplage peut avoir des dommages très graves dans un moteur. Non, c'est pas visible. Alors, ici, horizontalement, vous avez la tension du réseau. Vous avez par exemple là, 127, 220 volts. Vous avez ici 220, 380 volts. Vous avez ici 660 volts. Et ici, verticalement, vous avez la tension du moteur, ou bien tension que peut supporter les enroulements du moteur. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que il est possible d'avoir une seule tension ici, au niveau du réseau. Quand vous avez une seule tension, elle correspond à la tension composée. Sachez-le. Donc, au lieu d'écrire 127, 220, je pourrais écrire 220 volts. Alors, ça c'est, vous devez remplir ce tableau.
vous devez remplir ce tableau, indiquer le couplage qu'il faut, le couplage correspondant à la tension du réseau et la tension du moteur. Alors, pour vous y aider, je vais commencer. Est-ce qu'il y a la clé de couleur? Voilà. Et vous allez faire la suite. Alors, nous allons parler maintenant du glissement. Vous prenez ceci et nous allons parler du glissement. Alors, si c'est pris, on va effacer. Vous allez compléter le tableau. Notons qu'il y a des cas, on nous a parlé des deux types de couplage. Soit c'est étoile, soit c'est triangle. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, alors c'est interdit, impossible. Donc, vous devez le remplir. Ok, je suppose que c'est pris. Alors, nous allons parler du glissement actuellement. Le moteur est dit asynchrone, car il est impossible au rotor d'atteindre la vitesse du champ statorique. Donc, le rotor a toujours un retard sur le champ statorique. Voilà pourquoi il est appelé asynchrone. Donc, asynchrone, c'est parce que le rotor a un retard sur le champ statorique. Donc, la différence entre le rotor, la vitesse du rotor et le champ statorique est appelée glissement. Et il est noté G. Alors, le glissement dépend de la charge mécanique du moteur. Plus le moteur doit délivrer un couple important, plus le rotor glisse. Alors, il est donné par la relation G égale à NS moins N sur NS. Et il s'exprime en pourcent. Dans cette formule, NS, c'est la vitesse de synchronisme N, c'est la vitesse de rotation, la vitesse du rotor. Bien. Alors, voilà donc l'expression du glissement. Mais c'est vrai qu'on peut aussi utiliser la vitesse angulaire. Donc, ce glissement peut aussi s'exprimer par oméga S moins oméga sur oméga S. Donc, si on a la vitesse angulaire, on utilise cette autre formule, puisque la vitesse angulaire et la vitesse de rotation sont liées. Oméga égale à 2 pi n. Donc, voilà donc le glissement. N'oublions pas, il s'exprime en pourcent. Nous allons passer au bilan de puissance. Et c'est là qu'il ressort tout l'intérêt du moteur asynchrone. Parce qu'il vous sera demandé de déterminer les éléments, les puissances et les pertes que l'on rencontre dans ce moteur. Donc, alors, l'arbre de puissance d'un moteur asynchrone est représenté comme suit. Vous avez là, à l'entrée, vous avez ici votre puissance absorbée. Notons que nous avons les deux parties du moteur asynchrone. Donc ici, nous avons le stator
Et ici, nous avons le rotor. Alors, nous avons des pertes ici, au niveau du stator. OK. Et là, nous avons le rotor. Donc ici, nous avons la puissance transmise au rotor. Après, nous avons des pertes. Nous avons des pertes. Et voilà ce que l'on obtient en sortie, qui est la puissance utile ici. Là, vous avez les pertes mécaniques. Vous avez là les pertes joules rotoriques. Vous avez ici les pertes joules statoriques et les pertes fer statoriques. Je reprends. Nous avons ici le stator, là le rotor. Donc au niveau du stator, nous avons deux types de pertes. Les pertes fer et les pertes joules. Et entre le stator et le rotor, nous avons une puissance transmise. La puissance transmise au rotor. Et dans le rotor, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les pertes joules rotoriques et les pertes mécaniques. Et ici, nous avons une puissance. Faites bien la différence. Là, c'est perte mécanique, petit m. Et ici, c'est la puissance mécanique. C'est vrai, on l'appelle souvent la puissance électromagnétique. Petit m pour perte, grand M pour puissance. Alors, voici l'arbre de puissance d'un moteur asynchrone. Cette bande, n'oubliez pas cette bande. Voilà. Pour indiquer que là, vous avez le stator et ici, le rotor. Nous allons tout simplement passer par les formules. À ce niveau, c'est des formules. Commençons par la puissance absorbée. L'expression. La puissance absorbée. Notons que la puissance absorbée ici est une puissance électrique, puisque le moteur asynchrone est alimenté par un système de tension triphasé. Son expression, c'est I racine de 3 cos phi. Alors, voilà l'expression de la puissance absorbée. Ça veut dire qu'on peut se permettre déjà de mettre ça ici. Bien. Passons au niveau des pertes joules statoriques. Les pertes joules statoriques. Ou alors, qu'est-ce qu'on va dire de cette formule? E, c'est la tension. I, c'est le courant des lignes. Cos phi, le facteur de puissance. Passons au niveau des pertes joules statoriques. Puisque nous avons dit qu'au niveau du stator, on peut avoir le couplage étoile ou bien le couplage triangle. Quel que soit le couplage qui est choisi, les pertes joules statoriques ont pour expression 3 demi de R I carré. 3 demi de R I carré. Avec R ici, la résistance mesurée entre deux bornes du stator. Alors, comme exercice, petit exercice que vous pouvez faire, je vous recommande de me démontrer cela. Ça veut dire, vous prenez le cas d'un couplage étoile
pour retrouver cette formule-ci. Et vous prendrez petit r comme la résistance d'un enroulement. Grand R, la résistance de 2 bornes du stator. Donc, faites cela. Cas du couplage étoile et le cas du couplage triangle. Voilà la formule des pertes joules statoriques. 3,5 de R I carré. Alors, passons au niveau des pertes fer statoriques. Ce qu'on doit dire, c'est que les pertes fer sont fonction du flux magnétique. Elles ne dépendent que de la tension d'alimentation et de la fréquence des courants statoriques. Donc, généralement, les pertes fer statoriques sont considérées comme constantes, quelle que soit la charge du moteur. Donc, les pertes fer statoriques sont constantes. Dans la pratique, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces pertes fer statoriques? Il suffit de procéder à l'essai à vide du moteur asynchrone triphasé. Lors de l'essai à vide, que l'on obtient les pertes fer statoriques. Bon, alors là, nous allons passer au niveau de la puissance transmise au rotor. Quand on observe cet arbre de puissance, on se rend compte que cette puissance absorbée, si l'on soustrait les deux pertes, on obtient la puissance transmise au rotor. Donc, c'est tout simplement puissance absorbée moins perte joule statorique plus perte fer statorique. Donc voilà l'expression de la puissance transmise au rotor. Mais puisque nous passons du stator au rotor, notons que la vitesse qui est utilisée là, c'est la vitesse de synchronisme. Or, on sait bien qu'il y a une relation qui lie une puissance au couple. Donc, ceci est encore égal à couple électromagnétique multiplié par la vitesse angulaire de synchronisme. Voilà. Voilà l'expression de la puissance transmise au rotor. Alors, on se retrouve au niveau du rotor maintenant. Quelle est l'expression des pertes joules rotoriques et que dire des pertes mécaniques? Commençons par les pertes joules rotoriques. Son expression, c'est GPTR. Mais pour pouvoir obtenir ceci, on peut aussi on peut aussi se servir de la puissance, on peut se servir de ceci, de cette formule-ci. On a vu que la puissance transmise ici, c'est la puissance absorbée moins les pertes joules statoriques, moins les pertes fer statoriques. Donc, on va remarquer que les pertes joules rotoriques au niveau du rotor seront égales au glissement multiplié par la puissance transmise au rotor. Donc voilà l'expression de PJR. Alors, qu'en est-il des pertes mécaniques?
Avant de parler des pertes mécaniques, on va parler de la puissance mécanique. Grand thème, j'ai dit, c'est puissance mécanique. Petit thème, ici, c'est perte mécanique. Alors, la puissance mécanique, ici, est égale à la puissance transmise au rotor moins, ouais, nous sommes à ce niveau, on enlève cette perte ici, moins perte joule rotorique. Alors, ça va nous donner PJS moins plus perte fait statorique moins PGR G PTR. Alors, on observe que ce que vous allez ici, à la partie gauche, vous avez la même au niveau de la droite. Donc, cela va vous donner puissance transmise au rotor 1 moins G. Donc, je peux encore, pour ne pas rendre ça touffu, à ce niveau, on peut tout simplement écrire PTR moins perte joule rotorique, c'est ça, G PTR. Alors là, on met la puissance transmise au rotor en facteur, il va rester 1 moins G, pour ne pas rendre ça touffu. Alors, voilà l'expression de la puissance mécanique. Voilà. Bon, maintenant, parlons des pertes mécaniques. Les pertes mécaniques c'est encore les pertes rotationnelles. Donc, c'est les pertes que l'on obtient quand la machine tourne. Elles dépendent uniquement de la vitesse de rotation du moteur. Donc, en principe, c'est des pertes qui sont considérées aussi comme constantes. Donc, les pertes faits statoriques et les pertes mécaniques constituent les pertes constantes d'un moteur asynchrone. Et elles sont obtenues lors d'un essai à vide. Donc, c'est lors de l'essai à vide que l'on obtient les pertes mécaniques ou encore pertes rotationnelles. Nous voici arrivés en bout d'arbre. À l'entrée, nous avons une puissance électrique. En sortie, nous avons une puissance qui est mécanique. Alors, la puissance, parlons de la puissance utile. Nous savons tous donc, il suffit de répertorier les pertes. Donc, c'est tout simplement la puissance absorbée moins les pertes géostatoriques, moins les pertes faits statoriques, les pertes mécaniques et les pertes joules rotoriques. Mais comme on a dit que ces deux pertes sont constantes, généralement elles sont données. Elles sont données. Donc, on vous donne les pertes dites constantes. Parlons du rendement maintenant, le rendement de la machine.
Nous savons que le rendement de la machine voilà l'expression du rendement. La puissance utile sur la puissance absorbée. Et sachez que pour un moteur asynchrone, le moteur asynchrone a généralement un très bon rendement. Il a un rendement un peu plus au-delà de 0,80 dans la plupart des temps. Alors, voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'arbre de puissance. Donc, tout tourne autour de cet arbre-ci. Puisque dans le cadre de votre cours, les exercices qui sont donnés, c'est pour pouvoir utiliser ou bien ressortir cet arbre de puissance et dégager les différentes puissances. Autrement dit, pour arriver à déterminer le rendement de la machine. Nous avons terminé avec le moteur asynchrone. C'est vrai, il y a une dernière partie, mais cette partie-là se fait en essai et mesure. Donc, les essais que vous allez faire sur la machine asynchrone. Donc, vous verrez ça en essai et mesure. Nous allons faire quelques exercices. Alors, vous allez prendre le premier exercice. Une pompe est entraînée par un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire. Je reprends. Une pompe est entraînée par un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire alimenté par un secteur triphasé 50S entre les phases duquel on mesure une tension de 380 volts. Une pompe est entraînée par un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire alimenté par un secteur triphasé 50S entre les phases duquel on mesure une tension de 380 volts. On effectue un essai en charge et on obtient les résultats ci-dessous. Vous prenez premier tiret, intensité du courant en ligne. I égale 6,25 ampères. Puissance, deuxième tiret, puissance électrique absorbée. P égale 3,25 kW. Un autre tiret, fréquence de rotation. N égale à 1420 tours par minute. « 1420 tours par minute. Le rendement du moteur est alors de 0,82. Vous avez les données. Les enroulements du moteur fonctionnent normalement sous une tension peu différente de 220 volts. Donc, les enroulements du moteur ont supporté 220 volts. 1. Première question. Précisez et justifiez le couplage des enroulements sur le secteur. Vous vous rappelez le tableau que j'ai donné à remplir aujourd'hui. Précisez et justifiez le couplage des enroulements sur le secteur. Deuxième question. Dessinez un schéma montrant comment ce moteur peut être couplé. Donc, vous devez faire ressortir cela. Dessinez un schéma montrant comment ce moteur peut être couplé. Troisième question.
Déterminer la fréquence de synchronisme NS. Troisième question. Déterminer la fréquence de synchronisme NS. Quatrième question. Calculer le glissement. Calculer le glissement. Cinquième question. Calculer le facteur de puissance. Calculer le facteur de puissance. Sixième question. Calculer la puissance mécanique fournie. Et dernière question. Calculer le moment du couple utile du moteur. Alors, on va rapidement faire cela. OK. Alors, la première question, on demandait de justifier le couplage des enroulements. Préciser et justifier le couplage des enroulements sur le secteur. Couplage et justification. Alors, on a un réseau « 380 ». On a les enroulements donc, au moteur. « 220 ». Donc, ceci voudrait dire que on a ici 220 bar 380 volts. Les trois enroulements du moteur fonctionnent normalement sous une tension peu différente de 220 volts. Donc, cela suppose aussi ici que nous avons 220, 380 volts. Alors, quel est le couplage indiqué ici? Le couplage indiqué, c'est le couplage E égale E. Donc, couplage étoile. Pourquoi couplage étoile? Parce que la tension la plus élevée du réseau est égale à la tension la plus élevée du moteur. Donc, couplage étoile. La deuxième question, on doit pouvoir représenter ça. Alors, couplage étoile, on l'a dit. Voilà. Voilà le couplage qu'il faut pour ce moteur. Ok, on a demandé ensuite la fréquence de synchronisme. Nous avons là, on a vu que NS égale à F sur P.
tétrapolaire, c'est 4 pôles, donc P égale à 2. La fréquence, c'est 50. F sur P, on remplace tout simplement, ça nous donne 50 sur 2, qui donne 25 tours par seconde. Je serai obligé d'effacer. Je peux travailler de ce côté-ci. Là, j'ai fait pour moi, je vais me tourner de ce côté. Donc, NS égale à 25 tours par seconde. Ça veut tout simplement dire 25 fois 60. Ok? Ça fait 1200, 1500 si je ne me trompe pas. 1500 tours par minute. Voilà l'expression de NS égale à 1500 tours par minute. Ensuite, le glissement. La question 4. Le glissement. Alors, nous avons vu tout à l'heure que le glissement avait pour expression NS moins N sur NS. Alors, en application numérique, le glissement va nous donner NS, c'est 1500, N, c'est 1420. 1500 moins 1420 sur 1500. Ce qui nous donne 5,33%. Donc, voilà l'expression du glissement. 5,33%. Puisqu'on a dit que le glissement se donnait en pourcent, il suffit de prendre ceci. Vous aurez ici 80 sur 1500, fait 0,005, multiplié par 100, ça vous donne 5,33%. Ok, on a demandé aussi le facteur de puissance. La question 5, facteur de puissance. La puissance absorbée est donnée, c'est 3,25 kW. Donc, nous savons que P égale à UI racine de 3 cos phi. Cela veut dire le cos phi égale à la puissance absorbée sur UI racine de 3. Alors, voilà l'expression du facteur de puissance. Donc, le cos phi égale à 32 500 sur la tension 380 multiplié par le courant 6,25 multiplié par racine de 3. Alors, vous allez calculer ceci. Vous allez calculer ça et vous obtiendrez le facteur de puissance.
Alors, vous allez calculer, vous obtiendrez le facteur de puissance là. On a demandé ensuite la puissance mécanique fournie. Si vous regardez l'arbre de puissance qu'on a fait aujourd'hui, la puissance mécanique fournie dont il est question n'est autre que la puissance utile. C'est la puissance utile qu'on vous demande. Puisque le rendement vous a été donné ici, vous avez la puissance, le rendement a été donné là, vous avez la puissance absorbée. Donc, la puissance qu'on vous demande ici, la puissance mécanique fournie, n'est autre que la puissance utile. Alors, je serai obligé de faire cela. Bien, je disais tantôt que cette puissance mécanique fournie n'est autre que la puissance utile. Alors, on a le rendement qui est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée. À l'application numérique, cela va nous donner le rendement sera égal à puissance utile. Non, on va tirer la puissance utile. Qui est égal au rendement multiplié par la puissance absorbée. C'est plutôt ceci. Donc, en application numérique, ça va nous donner puissance utile sera égal à 0,82 multiplié par 3250. Hein? Il y a un petit souci ici, c'est 50. 100 000. Non, 100 000, oui, 3500. Fois 32 500. Est-ce que vous pouvez calculer cela? Alors, calculez, vous nous donnez la réponse. 0,82 fois 32 500. 26 650. Donc, kilowatts. Ah, c'est en kilo. « 26 650, c'est ça? Est-ce que vous obtenez? Vérifiez cela. Multiplié par 32 500. Et voilà, c'est que 32 500, 26 650. Oui. Bon, voilà. Vous allez vérifier cela. On demande ensuite le moment de couple utile du moteur. Alors, voilà la relation qui lie la puissance au couple. P égale à T oméga. Or, le oméga dont il est question ici, nous sommes au niveau du rotor. Donc, ce n'est pas oméga S. Alors, on va pouvoir tirer le couple utile. Donc, voilà ce que l'on obtient. Le couple utile n'est autre que la puissance utile, 26 650 divisé par 2 fois pi fois n.
N, c'est 1420. Mais il faut convertir cela en tours par seconde. Donc, 1420. En réalité, ça devrait être divisé par 60. Donc, on multiplie ici par 60. Alors, vous calculez cela et vous obtenez l'expression du couple utile en Newton-mètre. OK, voilà. Pour terminer, vous allez prendre cet exercice que vous allez faire, exercice de consolidation, exercice 2. Vous le ferez à la maison. Exercice 2. Une pompe est entraînée par un moteur asynchrone Une pompe est entraînée par un moteur asynchrone triphasé alimenté par un réseau triphasé 220/380 volts 50 S. Les caractéristiques nominales du moteur sont les suivantes. Les caractéristiques nominales du moteur sont les suivantes. Premier tiret, la puissance utile 2,7 kW. La puissance utile 2,7 kW. Le facteur de puissance 0,86. La fréquence de rotation 1440 tours par minute. Le rendement 90%. Alors, voilà donc les caractéristiques nominales du moteur. Première question. Déterminer l'intensité du courant en ligne. Déterminer l'intensité du courant en ligne. Deuxième question. Sachant qu'un enroulement peut supporter une tension maximale de 400 volts, indiquez le couplage choisi pour ce moteur pour un fonctionnement optimal. Indiquez le couplage choisi pour ce moteur pour un fonctionnement optimal. Troisième question. Déterminez le glissement de ce moteur. Déterminer le glissement de ce moteur. Quatrième question. Déterminer le moment du couple utile. Déterminer le moment du couple utile. Bon, et le tout dernier exercice à faire. Le tout dernier exercice à faire. Un moteur asynchrone triphasé porte sur sa plaque signalétique les indications suivantes. Tension entre phases 220/380 volts 50 S. Puissance mécanique 13 watts. Rendement 0,82. Facteur de puissance 0,80. Fréquence de rotation 1410 tours par minute. Les trois enroulements du moteur fonctionnent normalement sous une tension peu différente de 220 volts. Première question. Quel type de couplage de stator
doit-on effectuer pour obtenir un fonctionnement avec petit a, une alimentation 127 bar 220 volts 50 S. Je reprends. Quel type de couplage de stator doit-on effectuer pour obtenir un fonctionnement avec 127 220 volts 50 S? Petit b, pour une alimentation 220 bar 380 volts 50 S, pour une alimentation, donc quel couplage? Pour une alimentation 127 220 ou bien 220 380, le moteur est donné ici. Petit 2, le moteur fonctionne sous le secteur 220 bar 380 volts. Le moteur fonctionne sur le secteur 220 bar 380 volts. Calculez. Petit a, l'intensité de ligne. Calculez, petit a, l'intensité de ligne. Petit b, le nombre de pôles et le glissement. Le nombre de pôles et le glissement. Petit c, le moment de couple utile. Le moment de couple utile. Bien, voilà, chers élèves, nous sommes arrivés au thème de cette leçon. Mais n'oubliez surtout pas, appliquer, respecter les règles édictées par le gouvernement et l'OMS, c'est-à-dire toujours avoir son masque. Et comme je le dis, j'ai le mien. Toujours l'avoir avec soi, respecter la distance de sécurité d'1 mètre, au moins d'1 mètre. Donc vraiment, ne prenez pas cette mesure à la légère parce que le coronavirus fait de nombreux ravages. Il fait de nombreux ravages. Beaucoup de personnes, d'ailleurs vous avez vu le célèbre musicien et le célèbre footballeur qui ont perdu la vie. Donc la vie est précieuse, il faut vraiment la protéger. Je vous remercie.